Un millionnaire tente de réveiller son bébé de 8 mois qui souffre d'une somnolence extrême depuis des semaines. Sa fiancée semble être la seule capable de calmer l'enfant. Mais lorsqu'elle part au marché, alors que le millionnaire essaie de réveiller son fils qui n'arrive pas à se réveiller complètement, la fille de la femme de ménage court désespérément vers lui en criant « Tonton, ta fiancée a mis ça sur la tétine du bébé » et lui montre le flacon vide. Lorsqu'il lit l'étiquette, son cœur s'emballe et il se précipite à l'hôpital. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les luxueux rideaux de soie du manoir, créant une ambiance sereine qui contrastait vivement avec l'angoisse grandissante dans la poitrine d'Edward Miller. À 42 ans, cet entrepreneur à succès avait bâti un empire financier grâce à des décisions rapides et une confiance inébranlable dans les bonnes personnes. Pourtant, à cet instant, debout devant le berceau en acajou où dormait son fils de 8 mois, toutes ses certitudes s'effondraient. Gabriel dormait profondément. Mais quelque chose n'allait pas. Le bébé ne répondait ni aux doux murmures de son père, ni aux légères caresses sur ses joues roses. Edward se pencha sur le berceau, observant la respiration lente et lourde de son fils. C'était comme si l'enfant était plongé dans un sommeil impossible à briser. « Gabriel, mon petit prince », murmura Edward en touchant délicatement le visage du bébé. « Papa est là. » Aucune réaction. Ses yeux bleus restaient clos, ses petites mains inertes sur sa poitrine, qui se soulevait et s'abaissait à un rythme qui semblait bien trop lent. Edward sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Ces dernières semaines, il avait remarqué que Gabriel dormait plus que d'habitude, connaissant des épisodes de somnolence qui duraient des heures. L'inquiétude avait commencé subtilement. D'abord, ce furent les siestes prolongées pendant la journée. Puis, la difficulté à le réveiller pour les biberons. Elena, sa fiancée, le rassurait toujours avec de doux sourires et des explications réconfortantes sur le fait que chaque bébé avait son propre rythme de sommeil. Elle semblait avoir un don spécial avec Gabriel, parvenant à le calmer même quand Edward n'y arrivait pas. « Chérie, tu t'inquiètes trop », disait Elena en caressant les cheveux bruns d'Edward. « Gabriel est juste un bébé très paisible. C'est une bénédiction, pas un problème. » Edward voulait la croire. Elena était arrivée dans sa vie comme un don du ciel, précisément au moment où il avait le plus besoin de soutien après être devenu père célibataire. La mère de Gabriel était décédée lors de l'accouchement, le laissant complètement perdu et submergé par des responsabilités pour lesquelles il ne se sentait pas préparé. Elena était apparue par l'intermédiaire d'un ami commun, proposant son aide avec le bébé, et était rapidement devenue indispensable. Elle était affectueuse, dévouée et semblait comprendre Gabriel d'une manière qu'Edward enviait même. Quand le bébé pleurait inconsolablement, Elena arrivait avec sa présence sereine, comme par magie, l'enfant se calmait. Quand Gabriel refusait son biberon, elle parvenait à le faire manger. C'était comme si un lien spécial existait entre eux. Mais maintenant, en observant son fils dans un état de somnolence anormale, Edward ne pouvait se défaire d'un malaise grandissant. Gabriel respirait, mais semblait inaccessible, comme si une barrière invisible le séparait du monde extérieur. « Elena est partie faire les courses », murmura-t-il pour lui-même, vérifiant l'heure sur la montre en or qui ornait son poignet. « Elle sera de retour dans 1 heure. » C'est alors qu'il entendit des pas précipités dans le couloir. Connie, la gouvernante qui travaillait dans le manoir depuis 3 ans, apparut à la porte de la chambre avec une expression bouleversée. Derrière elle, sa jeune fille, Maria, âgée de seulement 7 ans, tenait quelque chose dans ses mains tremblantes. « Monsieur Miller », dit Connie, la voix étranglée par l'émotion. « Maria a quelque chose d'important à vous dire. » La fillette, les yeux écarquillés de peur et de détermination, courut vers Edward, tendant un flacon vide de ses petites mains, et ces mots sortirent dans un cri désespéré qui résonnerait à jamais dans l'esprit de l'homme d'affaires. « Tonton Edward, votre fiancé a mis ça sur la tétine du bébé. » Edward prit le flacon avec des mains tremblantes. Quand ses yeux lurent l'étiquette, son monde s'effondra complètement. Là, en lettres claires, il était écrit « Colle à chaussures. Toxique. Tenir hors de portée des enfants. » Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par la respiration lourde du bébé qui ne parvenait pas à se réveiller. Edward resta paralysé pendant quelques secondes qui parurent une éternité, tenant le flacon vide tandis que son esprit tentait de traiter la réalité terrifiante qui se présentait à lui. Colle à chaussures. Les mots dansaient devant ses yeux, chaque lettre un poignard dans son cœur de père désespéré. « Maria », dit-il en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de la fillette, maîtrisant le tremblement de sa voix. « Es-tu sûr de ce que tu as vu ?»
L'enfant hocha vigoureusement la tête, des larmes montant à ses yeux bruns. Oui, tonton Édouard. Je l'ai vu le sortir de son sac et en mettre sur la tétine de Gabrielle. Elle ne savait pas que je regardais depuis la porte de la cuisine. Connie posa des mains protectrices sur les épaules de sa fille. Monsieur Miller, Maria a eu peur et est venue me le dire. Je lui ai dit qu'elle devait se tromper, mais elle a tellement insisté que nous avons décidé de vous parler. Édouard se releva vivement, se dirigeant vers le berceau où Gabrielle restait dans son sommeil profond et inquiétant. Avec des gestes précautionneux, il prit le bébé dans ses bras. L'enfant était chaud, respirait, mais restait complètement insensible aux stimuli extérieurs. « Depuis combien de temps cela dure-t-il, Maria » demanda Édouard, essayant de rester calme tout en berçant doucement son fils. « Quelques semaines, tonton Édouard. Elle le fait toujours quand vous partez travailler. Puis, quand le bébé devient comme ça, dit Maria en montrant Gabrielle endormie, elle fait semblant d'être très inquiète et dit qu'elle sait comment s'occuper de lui. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit d'Édouard. Les épisodes de somnolence extrême, la capacité apparemment magique d'Elena à calmer Gabrielle, la façon dont elle insistait toujours pour être celle qui donnait la tétine au bébé, surtout quand il était agité. « Monsieur Miller, dit Connie avec hésitation. Qu'allez-vous faire » Édouard regarda l'horloge. Elena serait de retour des courses dans 40 minutes. Il devait agir vite, mais aussi intelligemment. La confronter immédiatement pourrait être dangereux pour Gabrielle, surtout si elle avait vraiment empoisonné l'enfant de manière systématique. « Écoutez-moi attentivement, toutes les deux, dit Édouard, sa voix ferme mais basse. Vous ne devez parler de cela à personne, et surtout pas à Elena. Compris ?» Elle hochèrent la tête, Maria s'accrochant à la jupe de sa mère. « Connie, j'ai besoin que vous rameniez Maria à la maison plus tôt aujourd'hui. Dites qu'elle ne se sent pas bien. Je ne veux aucune de vous deux ici quand Elena reviendra. » Édouard sortit son portefeuille et en tira quelques billets, les tendant à la gouvernante. « Prenez un taxi, et s'il vous plaît, gardez le secret le plus absolu. Je vous promets que je protégerai Gabrielle et vous deux. » Connie acquiesça, compréhensive, mais ses yeux montraient une réelle préoccupation. « Et vous, ça ira ? Et le bébé ? » « J'emmène Gabrielle à l'hôpital immédiatement, décida Édouard. Je dirai qu'il a eu une fièvre soudaine et que j'ai eu peur. Je ne mentionnerai pas encore ce que nous avons découvert. » Alors que Connie et Maria se préparaient à partir, Édouard se précipita dans la chambre, attrapant le sac à langer de Gabrielle et quelques articles essentiels. Ses mains tremblaient en vérifiant les documents médicaux de l'enfant. Le téléphone sonna, le faisant sursauter. C'était Elena. « Salut, chérie, » dit-elle de sa voix douce et familière. « Je termine les courses. Comment va mon petit prince ?» Édouard déglutit difficilement, forçant un ton normal dans sa voix tremblante. « Il dort, comme toujours. Ne te presse pas. C'est bien. J'ai acheté ces petits pots pour bébé qu'il adore. À tout à l'heure. » Après avoir raccroché, Édouard regarda Gabrielle, qui continuait de dormir profondément dans ses bras. L'ironie était cruelle. Elena parlait de nourriture pour bébé alors qu'elle avait peut-être empoisonné son fils pendant des semaines. Il descendit rapidement les escaliers, trouvant Connie et Maria déjà prêtes à partir. « Tonton Édouard, » dit Maria, courant vers lui une dernière fois. « S'il te plaît, ne la laisse plus faire de mal au bébé. » Édouard s'agenouilla à nouveau, regardant dans les yeux déterminés de la courageuse fillette. « Je te le promets, Maria. Tu as été très courageuse de me le dire. Maintenant, Gabrielle sera en sécurité. » Alors que le taxi s'éloignait avec les deux personnes qui avaient peut-être sauvé la vie de son fils, Édouard installa Gabrielle dans son siège auto et se dirigea vers l'hôpital, son esprit bourdonnant de questions terrifiantes sur la femme qu'il avait invitée dans sa vie et qui, apparemment, avait systématiquement fait du mal à son bébé sans défense. L'hôpital privé où Édouard emmena Gabrielle était réputé pour sa discrétion et son excellence médicale. Pendant tout le trajet, il observait son fils endormi dans le siège auto à travers le rétroviseur, priant pour qu'il ne soit pas trop tard. Chaque feu rouge semblait une éternité, chaque minute perdue une menace pour la sécurité de Gabrielle. À l'accueil pédiatrique, Édouard fut immédiatement pris en charge grâce à son influence et ses ressources financières qui lui assuraient un traitement VIP. L'infirmière en chef, le reconnaissant, organisa une consultation d'urgence avec le docteur Hélène Rodriguez, une pédiatre renommée qui suivait Gabrielle depuis sa naissance. « Monsieur Miller, » dit le médecin en entrant dans la pièce avec un sourire inquiet. « Que s'est-il passé ?» Gabrielle semble être dans un sommeil très profond. Édouard hésita un instant, pesant soigneusement ses mots. «
il décida d'être direct mais stratégique. « Docteur, je dois être honnête avec vous. Je soupçonne que Gabriel a pu être accidentellement exposé à des produits chimiques à la maison. » Les yeux du docteur Rodriguez s'écarquillèrent immédiatement. « Quel genre de substance ?»« De la colle à chaussures, » répondit Édouard, montrant le flacon vide que Maria lui avait donné. Une employée a trouvé cela et a dit que cela aurait pu entrer en contact avec les affaires du bébé. Le médecin prit délicatement Gabriel, examina ses pupilles, vérifia ses réflexes et surveilla sa respiration. Le bébé continuait d'être réactif aux stimuli physiques, mais très lentement et léthargiquement. « Monsieur Miller, la colle à chaussures contient des solvants chimiques qui peuvent provoquer une sédation, surtout chez les nourrissons, » expliqua le médecin en vérifiant ses signes vitaux. La bonne nouvelle est que Gabriel est stable. Sa respiration est adéquate, son cœur bat normalement, mais il est clairement sous l'effet d'une substance. Édouard ressentit un soulagement temporaire mêlé à une fureur grandissante. Sa vie est-elle en danger? Pas immédiatement, mais selon la quantité et la fréquence d'exposition, il pourrait y avoir des effets neurologiques. Nous allons faire des analyses de sang pour identifier exactement ce qu'il y a dans son système. En attendant les résultats des tests, Édouard appela Elena, forçant un ton normal dans sa voix tremblante. « Elena, chérie, je suis à l'hôpital avec Gabriel. Il a eu une fièvre soudaine et j'ai eu peur. »« Mon Dieu, Édouard, j'arrive tout de suite, » répondit-elle avec une inquiétude apparente dans la voix. « Non, ce n'est pas la peine. C'est juste un contrôle de routine. Le docteur Adam a dit que c'est normal. Je serai de retour à la maison dans environ 2 heures. »« Tu es sûr ? Je me sens responsable quand je ne suis pas près de lui. » Les mots d'Elena prirent un sens sinistre dans l'esprit d'Édouard. Responsable. Elle se sentait vraiment responsable, mais pas de la manière qu'elle prétendait. J'en suis sûr. À tout à l'heure à la maison. 40 minutes plus tard, le docteur Rodriguez revint avec les résultats, son expression grave. Monsieur Miller, les tests ont confirmé la présence de toluène dans le sang de Gabriel. C'est l'un des principaux composants de la colle à chaussures. Les niveaux ne sont pas mortels, mais ils sont suffisamment importants pour provoquer la sédation que nous avons observée. Édouard serra les poings. Depuis combien de temps cela pourrait-il durer? C'est difficile à dire précisément, mais d'après les niveaux trouvés et en tenant compte du métabolisme d'un bébé, je dirais que Gabriel a été exposé à de petites quantités de manière répétée sur plusieurs semaines. Plusieurs semaines, répéta Édouard, se sentant nauséeux. Docteur, que dois-je faire? Premièrement, nous allons garder Gabriel en observation pendant quelques heures pour nous assurer qu'il élimine complètement la substance. Deuxièmement, nous devons identifier et éliminer immédiatement la source d'exposition. Troisièmement, un suivi neurologique sera nécessaire pour vérifier tout dommage au développement. Le médecin fit une pause, étudiant le visage d'Édouard. « Monsieur Miller, je dois vous demander, y a-t-il une possibilité que cette exposition n'ait pas été accidentelle ?» Édouard regarda Gabriel, qui commençait enfin à montrer des signes de réveil lent. « Docteur, puis-je avoir une confiance absolue en votre discrétion? » Bien sûr. Confidentialité médicale absolue. Je soupçonne que Gabriel a pu être intentionnellement empoisonné par quelqu'un de très proche de notre famille. L'expression du docteur Rodriguez se durcit immédiatement. « Monsieur Miller, c'est extrêmement grave. S'il y a suspicion d'empoisonnement délibéré d'un enfant, nous devons prendre des mesures de protection immédiates. » Édouard hocha la tête, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Que recommandez-vous ? » Premièrement, Gabriel ne doit pas être laissé seul avec la personne suspectée, pas même 1 minute. Deuxièmement, nous devons tout documenter médicalement. Troisièmement, je vous recommande d'envisager d'impliquer les autorités. 2 heures plus tard, Édouard quitta l'hôpital avec Gabriel, réveillé et plus réactif, mais le cœur lourd de la confirmation de ses pires craintes. Sa fiancée, la femme qu'il aimait et en qui il avait une confiance aveugle, avait systématiquement empoisonné son fils en bas âge. La question terrifiante qui martelait son esprit pendant tout le trajet de retour était « Pourquoi ?» Édouard arriva à la maison avec Gabriel dans ses bras, le bébé enfin plus alerte après le traitement médical. Ses mains tremblaient encore légèrement en ouvrant la porte du manoir, se préparant mentalement à la rencontre avec Elena. Chaque pas vers le salon pesait 1 tonne. « Édouard, comment va mon petit prince ?» s'exclama Elena, se précipitant à leur rencontre avec une expression d'inquiétude maternelle qui sonnait maintenant faux aux oreilles d'Édouard. Elle tendit les bras pour prendre Gabriel, mais il recula instinctivement.
Il est encore un peu sensible après le contrôle, dit Édouard, tenant son fils plus fermement. Je préfère le garder avec moi pour l'instant. Elena parut déconcertée pour la première fois depuis qu'Édouard la connaissait. Mais chérie, tu sais que j'ai une façon spéciale avec lui. Laisse-moi l'aider à se calmer. Ce n'est pas la peine, Elena. Le médecin a dit qu'il valait mieux qu'il se repose sans trop de manipulation aujourd'hui. Édouard observa attentivement la réaction d'Elena. Elle força un sourire, mais quelque chose dans ses yeux montra brièvement de la frustration avant de retrouver son expression affectueuse habituelle. Bien sûr, tu as raison, dit-elle en caressant les cheveux d'Édouard. Mais dis-moi, qu'a dit exactement le médecin? Tu m'as laissé si inquiète. Édouard avait répété cette conversation tout le long du trajet depuis l'hôpital. C'était juste une petite fièvre. Le docteur Adam a dit que c'est courant chez les bébés de cet âge. Il a administré quelques gouttes et Gabriel s'est vite amélioré. Quel soulagement, soupira Elena. Mais Édouard remarqua qu'elle semblait plus soulagée par son explication que véritablement par la santé de Gabriel. Tu as eu peur pour rien, chérie. J'ai toujours dit que tu t'inquiétais trop. Le reste de l'après-midi, Édouard observa chaque mouvement d'Elena avec une attention microscopique qu'il n'avait jamais accordée à personne. Chaque geste affectueux envers Gabriel, chaque offre d'aide, chaque commentaire sur le bien-être du bébé prenait une dimension sinistre dans son esprit. Je vais préparer son biberon de l'après-midi, proposa Elena en se levant gracieusement du canapé. Ce n'est pas la peine, répondit rapidement Édouard. J'en ai déjà préparé un avant notre départ. Il est au réfrigérateur. Elena s'arrêta en plein mouvement, une expression de surprise traversant son visage. Tu l'as préparé? Mais chérie, tu sais que je le fais toujours. Je connais exactement la température et la quantité que Gabriel aime. Aujourd'hui, j'en avais envie, dit Édouard, gardant sa voix ferme. Tu fais tellement pour nous. J'ai pensé que je pourrais te rendre un peu l'appareil. Pendant le biberon, Elena s'assit à côté d'Édouard sur le canapé, regardant Gabriel boire avec une tendresse apparente. Il est plus éveillé aujourd'hui, commenta-t-elle. Parfois, je m'inquiète de ces épisodes de sommeil profond qu'il a. Édouard faillit s'étouffer face à cette hypocrisie flagrante. Oui, tu as remarqué? Parfois, il dort si profondément qu'il semble différent. Je suis toujours soulagé quand j'arrive à le calmer et qu'il redevient normal. Les mots d'Elena étaient comme des couteaux dans son cœur. Elle décrivait exactement les effets de l'empoisonnement qu'elle causait elle-même, se présentant comme la sauveuse d'une situation qu'elle avait elle-même créée. Elena, dit Édouard prudemment. Où gardes-tu les produits de nettoyage et les produits chimiques que tu utilises dans la maison? Pourquoi cette question étrange, rit-elle. Mais Édouard décela une tension subtile dans sa voix. Simple curiosité. Avec Gabriel qui rampe de plus en plus, je veux m'assurer que tout est hors de sa portée. Oh, quel père attentionné, dit Elena en l'embrassant sur le front. Je garde tout dans le placard de la buanderie, bien fermé à clé. Tu sais à quel point je suis prudente avec ces choses. Édouard hocha la tête, mais nota mentalement l'information. Il devrait vérifier ce placard quand Elena ne regarderait pas. Ce soir-là, pendant le dîner, Elena fut particulièrement attentive, le servant et commentant à quel point Gabriel semblait plus vif ce jour-là. Chacun de ces mots sonnait comme un aveu déguisé. « Chérie », dit-elle en jouant avec sa fourchette. J'ai réfléchi. Peut-être devrions-nous envisager une nounou de nuit. Tu travailles tellement, et je m'inquiète que tu te réveilles tant de fois pendant la nuit. Édouard sentit un frisson lui parcourir le dos. Une nounou de nuit signifierait qu'Elena aurait accès à Gabriel sans témoin pendant la journée quand il travaillait. Pas la peine, répondit-il. J'aime m'occuper personnellement de Gabriel. C'est ma responsabilité de père. Mais chérie, tu as l'air si fatiguée ces derniers temps, et je me sens inutile quand je ne peux pas aider correctement. Édouard regarda Elena. Cette femme magnifique et apparemment dévouée qui était entrée dans sa vie comme un ange gardien, mais qui en réalité était un démon déguisé, prête à empoisonner un bébé sans défense pour atteindre ses objectifs obscurs. Elena, dit-il enfin, tu ne seras jamais inutile pour moi. Tu es indispensable. Elle sourit radieusement, ne réalisant pas qu'Édouard avait choisi ce mot avec amertume. Indispensable. Exactement comme elle avait prévu de le devenir, en créant des problèmes que seule elle pouvait résoudre, devenant la sauveuse d'un enfant qu'elle mettait elle-même en danger. Cette nuit-là, Édouard resta éveillé longtemps après qu'Elena se fût endormie, la regardant dans la pénombre et se demandant quelle sorte de monstre dormait à côté de lui. Les jours qui suivirent furent une torture psychologique pour Édouard. Chaque matin,
il se réveillait à côté d'Elena, feignant la normalité, l'embrassant sur le front avant de partir travailler. Mais à l'intérieur, il se sentait nauséeux, pensant que cette même femme avait empoisonné son fils. La routine familiale qui était autrefois réconfortante ressemblait maintenant à un théâtre macabre où il jouait le rôle du mari confiant tandis qu'elle incarnait la fiancée dévouée. Pendant ses heures au bureau, Édouard pouvait à peine se concentrer sur les réunions d'affaires qu'il maîtrisait autrefois. Son esprit était constamment tourné vers Gabrielle, se demandant si Elena profitait de son absence pour continuer l'empoisonnement. Il avait demandé à Connie de reprendre le travail normalement, mais de tout observer discrètement et de lui rapporter tout ce qui était suspect. Monsieur Miller, dit Connie le 3e jour, à son retour du travail. Madame Elena a agi étrangement quand vous n'êtes pas là. Le cœur d'Édouard s'accéléra. Comment ça? Elle devient très nerveuse quand je m'approche de Gabrielle. Pas plus tard qu'aujourd'hui, quand je suis allé changer sa couche, elle est arrivée en courant et a dit qu'elle l'avait déjà fait, mais je savais que non parce que le bébé en avait clairement besoin. Et Maria, comment a-t-elle réagi à la présence d'Elena? Connie soupira profondément. La petite se crispe, monsieur. Hier, quand Madame Elena est entrée dans la pièce où Maria jouait près de Gabrielle, elle s'est immédiatement rapprochée de moi. C'est comme si elle sentait le danger. Édouard hocha gravement la tête. Les enfants avaient des instincts aiguisés pour détecter les menaces que les adultes ignoraient souvent. Connie, je dois vous demander quelque chose de très important. À partir d'aujourd'hui, quand je ne suis pas à la maison, je veux que vous ou Maria soyez toujours dans la même pièce que Gabriel. Ne le laissez jamais seul avec Elena, pas même une minute. Ce sera difficile à faire sans paraître suspecte, monsieur. Inventez des excuses. Dites que Gabriel est dans une phase où il a besoin de stimulation constante, que le médecin a recommandé l'interaction sociale. N'importe quoi, mais ne le laissez pas seul avec elle. Ce soir-là, Édouard décida de tester ses soupçons plus directement. Pendant le dîner, il commenta nonchalamment. « Elena, sais-tu où je pourrais trouver un produit de nettoyage puissant? Je dois nettoyer des taches sur la voiture. » Elena mâcha lentement, semblant réfléchir à la question. « Quel genre de taches, chérie? » Des autocollants qui sont restés collés sur la vitre. J'ai entendu dire que le solvant fonctionnait bien. Les yeux d'Elena brillèrent un instant, une lueur qu'Édouard n'aurait pas remarquée auparavant, mais qu'il observait maintenant avec une attention microscopique. J'aurais peut-être quelques produits dans la buanderie qui pourraient t'aider. Je peux vérifier demain. Pas la peine de te déranger. J'en achèterai au magasin. Mais j'insiste, chérie. Nous économisons de l'argent, et j'aime aider. Pendant la nuit, Édouard feignit de dormir tout en observant Elena à travers des paupières mi-closes. Vers 3 heures du matin, elle se leva silencieusement du lit. Il attendit quelques minutes avant de la suivre discrètement, se tenant dans l'ombre du couloir. Elena se dirigea directement vers la chambre de Gabriel. Le cœur d'Édouard battait la chamade alors qu'il la regardait se pencher sur le berceau où le bébé dormait paisiblement. Elle resta là plusieurs minutes, à observer, comme si elle calculait quelque chose. Puis elle se dirigea vers la cuisine. Édouard se positionna de manière à pouvoir la voir à travers la porte entr'ouverte. Elena ouvrit une armoire haute et en sortit un petit flacon, du même type que celui que Maria lui avait montré. Elle examina le contenu à la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre, secoua doucement le récipient, puis le remit en place. Édouard se retira silencieusement dans la chambre, rejoignant le lit avant le retour d'Elena. Elle se glissa sous les couvertures comme si de rien n'était. Mais Édouard pouvait sentir une énergie différente émaner d'elle, une satisfaction silencieuse qui le remplit d'horreur. Le lendemain, Édouard prit une décision qui allait complètement changer le cours des événements. Pendant sa pause déjeuner, il se rendit dans un magasin d'équipements de sécurité spécialisé et acheta une caméra de surveillance secrète, pratiquement invisible, avec capacité d'enregistrement nocturne. « C'est pour surveiller mon bébé pendant que je dors », expliqua-t-il au vendeur, qui lui montra comment installer et utiliser l'équipement. Cet après-midi-là, pendant qu'Elena était dans le jardin et que Connie distrayait Gabriel dans le salon, Édouard installa rapidement la caméra à un angle qui capturerait toute la zone du berceau et la commode où se trouvaient les affaires du bébé. Le soir, Édouard testa l'application sur son téléphone. L'image était claire et l'audio net. Enfin, il aurait une preuve concrète de ce qu'Elena faisait. « Tu as l'air anxieux aujourd'hui, chérie », commenta Elena pendant le dîner en lui caressant la main. « Tout va bien au travail ?» Édouard força un sourire. « Juste quelques projets importants. Rien dont tu aies à te soucier. Tu sais que tu peux compter sur moi pour n'importe quoi, n'est-ce pas ?
Nous sommes une famille maintenant. Famille? Le mot résonna dans l'esprit d'Édouard comme un blasphème. Elena parlait de famille tout en empoisonnant systématiquement son membre le plus vulnérable. Mais bientôt, très bientôt, il aurait toutes les preuves dont il avait besoin. Cette nuit-là, Édouard dormit avec son téléphone portable sous son oreiller, attendant le moment où il démasquerait enfin le monstre qui dormait à côté de lui. Pendant la première semaine de surveillance, Édouard développa une routine de surveillance épuisante qui le laissa mentalement vidé. Il se réveillait plusieurs fois pendant la nuit pour vérifier les enregistrements en temps réel, dormait mal et arrivait au travail avec de profonds cernes sous les yeux qu'Elena attribuait au stress du père débutant. « Chérie, tu as besoin de plus de repos », disait-elle en massant ses épaules tendues pendant le petit déjeuner. « Gabriel va bien. Pas besoin de t'inquiéter autant. » Chaque mot réconfortant d'Elena sonnait comme une blague cruelle aux oreilles d'Édouard. Elle lui disait littéralement de ne pas s'inquiéter pour le fils qu'elle était elle-même en train d'empoisonner. Ce fut le jeudi de cette semaine-là qu'Édouard fit une observation troublante. Maria, la fille de 7 ans de Connie, avait développé un comportement étrange chaque fois qu'Elena s'approchait. La fillette, autrefois naturellement sociable et joueuse, reculait maintenant visiblement en présence de la fiancée d'Édouard. Maria, appela doucement Édouard, trouvant la fillette seule dans la cuisine pendant que sa mère nettoyait à l'étage. « Peux-tu me parler une minute ?» L'enfant regarda nerveusement autour d'elle avant d'acquiescer. Édouard s'agenouilla à sa hauteur, remarquant que ses yeux bruns montraient une maturité précoce qui l'émut. « Maria, depuis que tu m'as parlé d'Elena et de la tétine de Gabriel, as-tu peur d'elle ?» La fillette se mordit la lèvre inférieure, clairement en proie à un conflit interne. Finalement, elle chuchota, très peur, tonton Édouard. « Pourquoi, ma chérie ?»« Parce que je l'ai vu faire d'autres mauvaises choses aussi. » Édouard sentit un frisson lui parcourir le dos. Quel genre de choses? Maria regarda de nouveau autour d'elle, s'assurant que personne n'était à proximité. Tonton Édouard, elle met toujours des choses sur la tétine et dans le biberon quand vous ne regardez pas. Et puis, quand le bébé dort beaucoup, elle fait comme si elle était la sauveuse. Édouard déglutit difficilement. L'enfant avait décrit exactement le schéma qu'il soupçonnait. Combien de fois as-tu vu ça, Maria? Plusieurs fois, tonton Édouard. Et hier, elle m'a vu regarder. Que s'est-il passé? Elle s'est approchée de moi et a chuchoté, les enfants qui inventent des histoires ont parfois des accidents. J'ai eu très peur. Édouard sentit une fureur contenue monter en lui. Elena avait menacé une enfant de 7 ans. Maria, as-tu parlé de ça à ta mère? Non, tonton Édouard, dit-elle. Si je le disais à quelqu'un, quelque chose de mal pourrait arriver à maman aussi. Édouard prit délicatement les petites mains de Maria. Écoute-moi bien, ma courageuse. Tu ne subiras aucun mal, ni ta mère. Je te le promets. Mais j'ai besoin que tu continues à me dire tout ce que tu vois, d'accord? La fillette hocha la tête, mais Édouard pouvait voir la peur authentique dans ses yeux. Une enfant de 7 ans ne devrait pas porter une telle terreur. Cet après-midi-là, quand Elena partit pour ses courses habituelles, Édouard en profita pour examiner de plus près le comportement de Maria. La fillette restait constamment près de Gabriel quand il était présent, comme si elle endossait le rôle d'une petite gardienne. « Maria, » dit Édouard, regardant Gabriel jouer sur le tapis du salon. « Hier, tu as dit que tu avais vu Elena le faire d'autres fois. Peux-tu mieux expliquer ?» L'enfant s'assit à côté de Gabriel, se plaçant entre le bébé et la porte d'entrée. « Tonton Édouard, elle le fait toujours quand vous partez le matin. Elle attend que maman aille à un autre étage. Et puis elle prend les petits flacons de l'armoire et en met dans les affaires de Gabriel. » Quelle armoire? Celle de la buanderie. Mais maintenant, elle a aussi un autre endroit. Édouard se redressa dans le fauteuil. Un autre endroit? Dans sa chambre. Il y a une petite boîte sous le lit. Je l'ai vue quand j'aidais maman à passer l'aspirateur. L'information était précieuse. Édouard devrait trouver un moyen d'examiner cette cachette sans éveiller les soupçons. Et qu'as-tu remarqué d'autre dans son comportement? Maria réfléchit un instant, jouant avec une petite poupée. Elle est très contente quand Gabriel tombe malade. C'est étrange, parce qu'on est triste quand quelqu'un qu'on aime tombe malade, non? L'observation de l'enfant était d'une justesse dévastatrice. Elena montrait une satisfaction sinistre chaque fois que Gabriel présentait les symptômes de l'empoisonnement. Maria, il y a encore une chose que je dois savoir. As-tu déjà vu Elena faire ça à d'autres bébés avant? La fillette secoua la tête. Non, tonton Édouard, mais une fois, je l'ai entendu parler au téléphone avec quelqu'un.
Elle a dit, cette fois, ça marchera. J'ai appris des erreurs passées. Édouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Elena avait déjà fait ça. Il y avait eu d'autres bébés, d'autres familles qu'elle avait détruites. Quand Elena revint de ses courses 2 heures plus tard, Édouard observa attentivement son interaction avec Maria. La fillette recula immédiatement, ramassant sa poupée et se rapprochant de Connie. « Comment va notre petite Maria ?» demanda Elena avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Maria marmonna une réponse inaudible et sortit de la pièce en courant. « Quelle fille étrange !» commenta nonchalamment Elena. « Je pense qu'elle est jalouse de l'attention que je donne à Gabriel. » Édouard hocha la tête, feignant d'être d'accord. Mais à l'intérieur, il sentait une révolte grandissante. Elena non seulement empoisonnait son fils, mais terrorisait aussi une enfant qui avait tenté de le protéger. Cette nuit-là, après qu'Elena se fut endormie, Édouard vérifia les enregistrements de la caméra secrète. Vers 2 heures du matin la veille, il avait enfin capturé quelque chose. Elena apparaissait clairement sur la vidéo, appliquant une substance liquide sur la tétine de Gabriel, vérifiant attentivement que personne ne regardait. Édouard sauvegarda le fichier, le cœur battant. Il avait enfin une preuve concrète. Mais en regardant l'enregistrement, une terrible prise de conscience se forma dans son esprit. Si Elena avait menacé Maria, combien de temps s'écoulerait-il avant qu'elle ne décide que la courageuse fillette en savait trop? Le vendredi matin, une semaine après qu'Édouard eut installé la caméra secrète, Elena annonça pendant le petit déjeuner qu'elle devait se rendre dans une autre ville pour rendre visite à une tante malade et qu'elle serait absente pour le week-end. « C'est une urgence familiale, chérie », dit-elle en touchant délicatement la main d'Édouard. « Je sais que ce n'est pas pratique de vous laisser seul, mais elle n'a personne d'autre. » Édouard ressentit un mélange de soulagement et de suspicion. « Bien sûr, Elena. Gabriel et moi nous en sortirons. Connie peut rester plus longtemps si nécessaire. »« C'est bien, tu comprends, » soupira Elena. « Je déteste quitter mon petit prince, mais je serai de retour dimanche soir. » Tout au long de la matinée, Édouard observa Elena faire ses valises avec une efficacité qui semblait presque professionnelle. Elle triait les vêtements, organisait les documents et passait des appels téléphoniques discrets qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Vers midi, après le départ d'Elena pour l'aéroport, Édouard prit la décision qui allait tout changer. Il fouillerait minutieusement ses affaires pendant qu'il en avait l'occasion. « Connie, dit-il, j'aurais besoin que vous et Maria restiez avec Gabriel pendant quelques heures. J'ai des affaires importantes à régler ici à la maison. »« Bien sûr, monsieur Miller. Nous prendrons bien soin de lui. » Édouard commença par la chambre qu'il partageait avec Elena. Méthodiquement, il examina les tiroirs, les placards et les coins qu'il n'avait jamais explorés par respect pour son intimité. C'est alors qu'il se souvint du commentaire de Maria sur une petite boîte sous le lit. S'agenouillant, Édouard chercha sous le lit king size jusqu'à ce qu'il trouve une petite boîte en métal cachée contre le mur. Avec des mains tremblantes, il la sortit et découvrit qu'elle était fermée par un simple cadenas. Utilisant un outil de son atelier privé, Édouard força le cadenas. Ce qu'il trouva à l'intérieur lui glaça le sang. Il y avait des dizaines de petits flacons contenant différentes substances chimiques, colle à chaussures, solvants, sédatifs légers et autres substances qu'il ne reconnaissait pas. Encore plus terrifiants étaient les carnets détaillés documentant les dosages, les heures et les effets observés. Un registre scientifique de l'empoisonnement systématique de Gabriel. Mais ce qui rendit vraiment Édouard nauséeux, ce furent les photographies, des images de Gabriel dans différents états de sédation avec des dates et des annotations à côté. Dose augmentée, effet plus long, lisait-on sur l'une. Nécessité d'ajuster pour éviter les soupçons sur une autre. Au fond de la boîte, Édouard trouva quelque chose qui changea complètement sa compréhension de la situation. Une enveloppe contenant des coupures de journaux et des documents sur d'autres hommes riches qui avaient perdu de jeunes enfants dans des circonstances mystérieuses. Dans chaque cas, il y avait une femme proche qui était devenue indispensable pendant la crise et qui avait ensuite hérité de fortunes considérables. Édouard reconnut Elena sur l'une des vieilles photographies, mais sous un nom différent, Helen Cross. Sur une autre, elle apparaissait comme Elisa Sands. Toujours le même visage, toujours le même schéma, toujours des familles détruites laissées derrière. Un document particulier faillit faire s'évanouir Édouard. Le testament qu'Elena lui avait subtilement suggéré de faire le mois précédent, juste par précaution pour un père responsable, dans lequel elle apparaissait comme la tutrice de Gabriel et la principale bénéficiaire en cas de leur décès à tous les deux. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il photographiait chaque document avec son téléphone portable.
Elena n'était pas seulement une femme qui était tombée amoureuse et avait développé des problèmes psychologiques. C'était une prédatrice systématique qui avait fait du meurtre d'enfants innocents une entreprise lucrative. Le téléphone sonna, interrompant ses découvertes. C'était Elena. « Salut chérie, je suis bien arrivé. Comment vont mes deux hommes ?» Édouard força un ton normal, mais sentit la bile lui monter à la gorge. « Nous allons bien. Gabriel joue avec Maria. C'est super. Tu sais, j'ai réfléchi. Quand je rentrerai, et si nous fixions notre date de mariage? Je pense que nous avons assez attendu. » Les mots d'Elena prirent un sens sinistre à la lumière de ses découvertes. Elle voulait accélérer le calendrier parce qu'elle sentait qu'elle perdait le contrôle de la situation. « Bien sûr, Elena, nous pourrons en parler à ton retour. » « Parfait. Et Édouard, assure-toi que Gabriel ne reste pas trop longtemps sans sa tétine. Tu sais à quel point il s'agite sans elle. » Après avoir raccroché, Édouard regarda de nouveau les flacons de poison et les registres détaillés de la souffrance de son fils. Elena venait de lui ordonner par téléphone de continuer à empoisonner Gabriel en son absence. À ce moment-là, Édouard prit une décision irréversible. Il n'allait pas seulement confronter Elena à son retour. Il allait la détruire complètement en utilisant les mêmes armes qu'elle avait utilisées contre des familles innocentes. Les preuves, la patience et une précision calculée. Prenant son téléphone, Édouard passa 2 appels. Le premier à un avocat spécialisé dans les cas de mise en danger d'enfants. Le second à un détective privé qu'il avait utilisé dans des affaires commerciales précédentes. « J'ai besoin que vous libériez tous les deux vos engagements du week-end, leur dit-il. Nous avons une tentative de meurtre sur un bébé à résoudre, et seulement 48 heures pour monter un dossier à toute épreuve. » En attendant l'arrivée de ses alliés, Édouard regarda la boîte des horreurs qu'Elena avait si soigneusement cachée. Elle avait sous-estimé 2 choses, l'intuition d'une courageuse fillette de 7 ans et la détermination implacable d'un père qui avait découvert que quelqu'un essayait de tuer son fils. À partir de ce moment, la chasse avait commencé. Et cette fois, Édouard serait le prédateur. Le docteur Robert Castillo, l'avocat pénaliste, arriva au manoir 2 heures après l'appel d'Édouard, accompagné de Marcus Riley, le détective privé. Tous deux étaient des hommes expérimentés qui avaient travaillé sur des cas complexes de crimes contre les enfants. Mais même furent visiblement secoués en examinant l'arsenal de preuves qu'Édouard avait découvertes. « Édouard, » dit le docteur Castillo en parcourant les carnets détaillés d'Elena. « C'est l'un des cas les plus troublants que j'ai jamais vus. Cette femme n'est pas seulement une criminelle. C'est une prédatrice systématique qui a fait du meurtre d'enfants une méthode calculée d'enrichissement. » Marcus photographiait chaque flacon de poison avec un équipement professionnel. « Regardez l'organisation, » murmura-t-il, impressionné par la méthodologie sinistre. Chaque substance étiquetée, des dosages calculés avec une précision scientifique. Elle doit avoir étudié la pharmacologie ou la chimie. Édouard, qui avait passé l'après-midi à examiner les documents, montra un dossier spécifique. « J'ai trouvé des preuves d'au moins 7 cas précédents, toujours le même schéma. Elle approche des hommes riches avec de jeunes enfants, crée des situations d'urgence en empoisonnant les enfants, devient indispensable en tant que soignante, se marie rapidement, puis les enfants meurent dans des accidents opportuns. » Le docteur Castillo leva la tête des documents, son expression grave. « Édouard, vous comprenez que nous avons affaire à une tueuse en série, n'est-ce pas? Le niveau de préméditation et la répétition du schéma constituent des homicides multiples. »« Pourquoi n'a-t-elle pas encore tué Gabriel ?» demanda Édouard, la voix étranglée par l'émotion. « Parce que vous êtes plus riche que ses cibles précédentes, » répondit pragmatiquement Marcus. D'après les documents, elle prévoyait un plan plus élaboré. Se marier d'abord, garantir les droits légaux sur Gabriel, puis vous éliminer tous les deux pour tout hériter. Édouard sentit un frisson. « Tous les deux ?» Le docteur Castillo montra une page spécifique des carnets d'Elena. « Regardez ici. Elle a documenté non seulement l'empoisonnement de Gabriel, mais aussi des expériences avec des substances qui pourraient simuler des crises cardiaques chez les adultes. Édouard, elle prévoyait de vous tuer aussi. » Au cours des heures suivantes, les 3 hommes travaillèrent méticuleusement pour monter un dossier juridique solide. Marcus utilisa ses contacts pour retrouver les faux documents qu'Elena avait utilisés dans ses relations précédentes, découvrant un réseau complexe de fausses identités qui s'étendait sur plusieurs États. « Son vrai nom est Amanda Stone », informa Marcus à Édouard, lui montrant un acte de naissance original. « Elle a 34 ans, pas 28 comme elle vous l'a dit, et elle a des antécédents psychiatriques qui incluent une hospitalisation pour tendance sociopathe. »
Le docteur Castillo préparait la documentation légale. Édouard, nous devrons impliquer les autorités immédiatement, mais nous devons être stratégiques. Si elle soupçonne que nous avons tout découvert, elle pourrait fuir, ou pire, essayer d'accélérer ses plans. Que suggérez-vous? Nous la laissons rentrer de son voyage comme prévu. Vous agissez normalement jusqu'à lundi. Pendant ce temps, je coordonnerai avec le bureau du procureur, et Marcus continuera à collecter des preuves sur les cas précédents. Lundi matin, quand elle sera détendue, nous procéderons à l'arrestation. Édouard hocha la tête, mais sentit une anxiété croissante. Et si elle tente quelque chose contre Gabriel pendant ce temps? C'est pourquoi vous ne la laisserez pas seule avec lui une seconde, dit Marcus. Connie et Maria peuvent être des témoins supplémentaires. En fait, nous devons aussi protéger cette fille. C'est un témoin crucial. Ce soir-là, Édouard appela Connie pour une conversation sérieuse, lui expliquant toute la situation sans cacher de détails. « Mon Dieu !» soupira la gouvernante en portant les mains à son visage. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette femme. Maria avait toujours peur d'elle. Connie, je dois vous demander, à vous et à Maria, de rester ici au manoir tout le week-end et jusqu'à lundi, jusqu'à ce que nous réglions cela. C'est aussi pour votre sécurité. Bien sûr, Monsieur Miller. Maria sera contente. Elle s'inquiétait toujours pour Gabriel. Dimanche, Édouard reçut 3 appels d'Elena. Dans chacun d'eux, elle semblait plus impatiente de revenir, faisant des commentaires sur son inquiétude pour Gabriel et sur le fait que sa famille lui manquait. « Chérie, j'ai changé mon vol. Je rentre ce soir au lieu de lundi matin, dit-elle lors du dernier appel. Vous me manquez terriblement. » Édouard sentit son cœur s'emballer. Le calendrier avait changé. « Bien sûr, Elena, nous t'attendrons. » Immédiatement après avoir raccroché, il appela le docteur Castillo et Marcus. Elle rentre aujourd'hui. Nous devons tout accélérer. Calmez-vous, dit l'avocat. J'ai déjà coordonné avec les autorités. Elles seront en attente. Vous avez juste besoin d'agir normalement jusqu'à demain matin. Ce soir-là, quand Elena arriva de son voyage, Édouard l'accueillit avec une étreinte qui lui coûta toute sa volonté. Elle était radieuse, chargée de cadeaux, et apparemment désireuse de reprendre sa routine familiale. « Comment va mon petit prince ?» demanda-t-elle en se précipitant vers Gabriel, qui jouait sur le tapis du salon. Édouard observa attentivement Elena prendre Gabriel dans ses bras. Le bébé, qui avait passé 2 jours sans être empoisonné, était visiblement plus alerte et réactif. Elena le remarqua immédiatement. Gabriel est différent, commenta-t-elle avec un ton qu'Édouard reconnaissait maintenant comme une déception déguisée. Plus agité. Je pense que tu lui as manqué, mentit Édouard. Bien sûr, sourit Elena. Mais Édouard décela une froideur dans ses yeux qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Eh bien, demain nous reprendrons notre routine normale, n'est-ce pas, mon amour? Routine normale? Édouard savait exactement ce que cela signifiait. Demain, Elena prévoyait de recommencer à empoisonner Gabriel. Mais demain, au lieu de mettre en œuvre ses plans diaboliques, Elena trouverait une surprise qui détruirait à jamais sa carrière de tueuse d'enfants. Les premières heures du lundi matin furent les plus longues de la vie d'Édouard. Il resta éveillé, feignant de dormir à côté d'Elena, observant chacun de ses mouvements à travers des paupières mi-closes. Vers 3 heures du matin, comme c'était devenu son habitude, elle se leva silencieusement du lit. Édouard activa discrètement l'application de la caméra sur son téléphone portable, enregistrant en temps réel pendant qu'Elena accomplissait sa routine macabre. Cette fois, cependant, il ne documentait pas seulement pour l'épreuve, mais pour capturer les derniers moments de liberté d'une tueuse qui ne savait pas que son monde était sur le point de s'effondrer. Elena se rendit d'abord dans la chambre de Gabriel, observant le bébé dormir paisiblement. Puis elle se dirigea vers la cuisine, avec des mouvements précis et calculés, elle prépara une nouvelle dose de son mélange toxique. Édouard regarda avec une fascination dégoûtée comment elle testait la consistance du liquide à la lumière, comme une chimiste perverse perfectionnant sa formule mortelle. Ce qu'Elena ne savait pas, c'est que la maison était silencieusement encerclée. Dans l'ombre du jardin, 2 inspecteurs spécialisés dans les cas de mise en danger d'enfants attendaient le signal du docteur Castillo pour agir. Marcus était positionné dans un véhicule voisin, surveillant toutes les communications. Et à l'étage, Connie et Maria dormaient dans la chambre d'amis, prêtes à servir de témoins si nécessaire. Quand Elena retourna au lit à 4 heures du matin, Édouard se força à respirer régulièrement, simulant un sommeil profond. Elle se glissa sous les couvertures, pour la première fois depuis des semaines,
Edward décela une véritable satisfaction émanant d'elle. Elena était heureuse car elle avait repris son programme d'empoisonnement. À 7 heures du matin, Edward se leva et suivit sa routine matinale habituelle. Il prit une douche, s'habilla pour le travail et descendit pour le petit déjeuner comme si c'était un jour ordinaire. Elena était dans la cuisine, préparant du café et fredonnant doucement, un comportement qu'Edward reconnaissait maintenant comme une euphorie post-empoisonnement. « Bonjour, chérie », dit-elle en l'embrassant sur le front. « Bien dormi ?»« J'ai dormi comme une bûche », mentit Edward. « Et toi ?»« Merveilleusement. C'est si bon d'être de retour à la maison. » Pendant le petit déjeuner, Edward observa Elena interagir avec Gabriel d'une manière qui lui causait maintenant la nausée. Elle parlait au bébé d'un ton maternel doux, sachant parfaitement qu'elle venait de lui administrer un poison qui le laisserait sédaté et vulnérable dans les heures à venir. « Edward, » dit Elena nonchalamment en remuant du sucre dans son café. « J'ai une surprise pour toi. » Edward sentit son cœur s'emballer. « Quel genre de surprise ? » « J'ai pris rendez-vous avec un avocat pour cet après-midi. J'ai pensé que nous pourrions finaliser notre testament et quelques documents d'adoption pour officialiser ma position de mère de Gabriel. » L'audace d'Elena était impressionnante. Elle demandait littéralement à Edward de signer les documents qui faciliteraient son héritage après les avoir assassinés. « Quelle efficacité !» répondit Edward en forçant un sourire. « Mais je dois vérifier mon emploi du temps. Puis-je appeler plus tard pour confirmer ? » « Bien sûr, chérie, mais ne tarde pas trop. Plus tôt nous officialiserons notre famille, mieux ce sera. » Famille. Le mot résonna dans l'esprit d'Edward comme une insulte. Elena parlait d'officialiser la famille qu'elle détruisait systématiquement. À 8h30, Edward embrassa Elena sur le front et se dirigea vers la porte comme s'il partait travailler. « Je serai de retour pour le déjeuner, » dit-il. « Prends bien soin de notre petit prince. »« Je le fais toujours, » répondit Elena avec un sourire qu'Edward voyait maintenant comme du pur venin. Au lieu de se rendre au bureau, Edward gara sa voiture 2 rues plus loin et appela le docteur Castillo. « C'est l'heure. »« Parfait. Nous sommes tous en position. Dans 15 minutes, Elena recevra la visite qui changera sa vie pour toujours. » Edward retourna au manoir par la porte de derrière, entrant discrètement par la cuisine où il trouva Connie préparant le déjeuner avec Maria l'aidant à côté. « Comment se comporte-t-elle » demanda doucement Edward. « Étrangement, Monsieur Miller, » chuchota Connie. « Juste après votre départ, elle est allée dans la chambre de Gabriel avec la tétine. Le bébé était réveillé et jouait, mais après qu'elle lui ait donné la tétine, il est redevenu somnole. » Maria tira la chemise d'Edward. « Tonton Edward. Je l'ai vu remettre le mauvais liquide sur la tétine. Elle n'a pas arrêté de le faire. » Edward s'agenouilla à côté de Maria. « Ma courageuse, dans quelques minutes, des personnes importantes vont arriver ici pour emmener Elena. Tu n'auras plus jamais à avoir peur d'elle. » Les yeux de Maria s'illuminèrent. « Vraiment, tonton Edward ? Vraiment. Et après que tout sera fini, toi et ta mère vivrez ici avec nous pour toujours, comme notre vraie famille. » À 9 heures précises, la sonnette retentit. Edward entendit Elena se diriger vers la porte d'entrée, s'attendant probablement à voir le facteur ou un livreur. Au lieu de cela, elle ouvrit la porte au docteur Castillo, à Marcus Riley et à 2 agents spéciaux. « Elena Santos ?» demanda l'un des agents en montrant un badge. « Oui. Y a-t-il un problème ? Votre vrai nom est Amanda Stone, et vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, mise en danger d'enfant, fraude et homicide multiple. » De l'étage, Edward entendit le cri de surprise et d'indignation d'Elena Amanda. « C'est une erreur. Je ne ferai jamais. Madame, nous avons des preuves matérielles, des enregistrements vidéo et des témoins. Veuillez tendre les mains pour les menottes. » Edward descendit lentement les escaliers, arrivant dans le salon juste au moment où Elena Amanda était menottée. Quand elle le vit, le masque de douceur tomba enfin complètement de son visage. « Toi !» hurla-t-elle, une fureur authentique brillant dans ses yeux. « Tu m'as trahi après tout ce que j'ai fait pour toi et Gabriel. » Edward regarda la femme qui avait failli détruire sa famille, ressentant un mélange de révulsion et de pitié. « Amanda, la seule chose que tu as faite, c'est d'essayer d'assassiner mon fils. Il vaudrait mieux qu'il soit sans toi, » cria-t-elle alors qu'on la sortait de la maison. « Tu ne sais pas ce à quoi tu renonces. » Et ainsi, alors qu'Elena Amanda Stone était emmenée pour faire face à la justice pour ses crimes horribles, Edward respira enfin librement pour la première fois depuis des semaines. Dans les jours qui suivirent l'arrestation d'Amanda,
Édouard découvrit que le sentiment de soulagement qui l'attendait était mêlé à un profond malaise qu'il ne pouvait secouer. La maison, autrefois théâtre de manipulation et de terreur silencieuse, semblait maintenant résonner de souvenirs qui le hantaient pendant la journée et le tenaient éveillé la nuit. Gabriel, libéré des effets des substances toxiques, montra une transformation remarquable. Le bébé était plus alerte, plus réactif et démontrait un développement qui avait été artificiellement supprimé pendant des semaines. Chaque sourire, chaque gazouillis, chaque moment de jeu que Gabriel offrait était à la fois une joie et un rappel douloureux de ce qu'Amanda lui avait volé. Monsieur Miller, dit Connie le jeudi suivant l'arrestation, alors qu'il regardait Gabriel jouer énergiquement sur le tapis. Le garçon est complètement différent. C'est comme s'il s'était réveillé d'un cauchemar. Édouard hocha la tête, mais son expression resta sombre. Connie, je ne peux m'empêcher de penser, si Maria n'avait pas été assez courageuse pour m'avertir. Mais elle l'a été, monsieur, et vous l'avez cru. C'est ce qui compte. Pendant cette semaine, le docteur Castillo tint Édouard informé de l'évolution de l'affaire. Les enquêtes révélèrent des détails encore plus troublants sur le passé d'Amanda Stone. Édouard, dit l'avocat lors d'un appel, nous avons découvert qu'Amanda a un passé qui remonte à au moins 10 ans. Nous avons identifié 9 cas différents où elle a utilisé de fausses identités pour approcher des hommes riches avec de jeunes enfants. Édouard sentit son estomac se nouer. 9 cas ? Malheureusement, tous n'ont pas eu des fins heureuses comme la vôtre. Nous avons trouvé des preuves d'au moins 4 enfants décédés dans des circonstances suspectes alors qu'ils étaient sous la garde d'Amanda. La révélation frappa Édouard comme un coup de poing. 4 nourrissons innocents avaient perdu la vie à cause des plans diaboliques d'Amanda. Gabriel s'en était sorti de justesse. Comment a-t-elle réussi à ne pas se faire prendre si longtemps ? Elle était méticuleuse, Édouard. Elle changeait d'état, modifiait son apparence, utilisait des faux documents sophistiqués et choisissait des victimes émotionnellement vulnérables, des veufs récents, des pères célibataires, des personnes désespérées en quête d'aide et de soutien. Le docteur Castillo fit une pause avant de continuer. Il y a autre chose que vous devez savoir. Amanda a avoué pendant l'interrogatoire, mais pas par remords. Elle essaie de négocier une peine réduite en fournissant des informations sur d'autres cas. Qu'a-t-elle dit ? Que Gabriel devait être son dernier coup. Elle avait prévu de prendre sa retraite après avoir hérité de votre fortune. Selon elle, vous étiez la cible parfaite, riche, vulnérable, trop confiant et avec un bébé complètement dépendant des soignants. Édouard ferma les yeux, ressentant une vague de nausée. A-t-elle dit combien de temps il restait à Gabriel dans son plan ? 3 mois, Édouard. Elle prévoyait un accident pendant la lune de miel que vous auriez prise après le mariage. Cette nuit-là, Édouard s'assit dans la chambre de Gabriel, regardant son fils dormir paisiblement. Les mots du docteur Castillo résonnaient dans son esprit. 3 mois. Gabriel n'aurait vécu que 3 mois de plus si le plan d'Amanda avait fonctionné. Maria apparut à la porte de la chambre, tenant sa poupée préférée. « Tonton, je peux rester un peu avec toi ?» Édouard sourit, faisant de la place sur le fauteuil pour que la fillette s'assoie à côté de lui. « Bien sûr, ma courageuse. Tu n'arrives pas à dormir ? » « Parfois, je fais encore des cauchemars sur la méchante dame, » admit Maria en se blottissant contre le bras d'Édouard. « Mais ensuite, je me souviens qu'elle ne peut plus faire de mal à Gabriel, et je me sens mieux. » Édouard serra tendrement Maria dans ses bras. Cette fillette de 7 ans avait montré plus de courage et d'instinct de protection que beaucoup d'adultes dans la même situation. « Maria, je veux que tu saches quelque chose de très important. Tu as sauvé la vie de Gabriel. Si tu n'avais pas été assez courageuse pour me dire ce que tu as vu, j'aurais peut-être perdu mon fils pour toujours. Je ne pouvais pas la laisser faire du mal à un bébé, dit simplement Maria. Les bébés ne peuvent pas se défendre. » La pureté et la sagesse des mots de l'enfant touchèrent profondément le cœur d'Édouard. Une fillette de 7 ans avait instinctivement compris quelque chose que lui, avec toute son expérience de vie et ses ressources, avait manqué, que parfois, les menaces les plus dangereuses viennent des personnes en qui nous avons le plus confiance. « Tonton Édouard, » chuchota Maria. « Penses-tu qu'il y a d'autres enfants qui se font faire du mal par des gens comme elle ?» La question fit réfléchir Édouard profondément. Le docteur Castillo avait mentionné qu'Amanda fournirait des informations sur d'autres cas. Mais combien d'autres Amanda existaient dans le monde ? Combien d'autres bébés étaient systématiquement empoisonnés par des gens qui prétendaient les aimer ? Peut-être, Maria. Mais tu sais ce que j'ai appris de toi ? Que des personnes courageuses comme toi peuvent faire la différence. Et maintenant que la méchante dame est arrêtée,
Elle ne peut plus faire de mal à d'autres enfants. Maria hocha la tête, contente, et s'endormit, appuyée contre le bras d'Édouard. Il resta là pendant des heures, alternant son regard entre Gabriel, dormant paisiblement dans son berceau, et Maria, reposant en confiance à ses côtés. Deux enfants, l'un qui avait failli perdre la vie à cause de la cupidité d'une tueuse, et l'autre qui avait tout risqué pour sauver un bébé qui n'était même pas de sa famille. Cette nuit-là, Édouard comprit qu'il avait appris l'une des leçons les plus importantes de sa vie, que la vraie famille ne se définit pas par le sang ou les documents légaux, mais par la volonté de se protéger les uns les autres, même lorsque cela exige un courage extraordinaire de la part de petits cœurs vaillants. 2 semaines après l'arrestation d'Amanda, Édouard prit une décision qui allait changer de manière permanente la dynamique de sa maison. Il offrit officiellement à Connie et Maria non seulement des emplois permanents, mais une véritable maison dans le manoir qui avait autrefois été le théâtre de tant de souffrances. Connie, dit-il un matin ensoleillé alors qu'il regardait Gabriel et Maria jouer ensemble dans le jardin. J'aimerais vous faire une proposition officielle. La femme, qui était devenue bien plus qu'une employée au cours des dernières semaines, le regarda avec une curiosité respectueuse. Je veux que vous emménagiez toutes les deux dans le manoir de façon permanente. Il y a assez de chambres. Eh bien, après tout ce que nous avons traversé, je ne peux pas imaginer notre famille sans vous deux. Les yeux de Connie se remplirent de larmes. Monsieur Miller, êtes-vous sûr? Nous ne sommes que... Vous êtes les personnes qui ont sauvé mon fils, interrompit doucement Édouard. Maria a eu le courage que je n'ai pas eu. Vous avez eu la sagesse de croire votre fille alors que d'autres auraient pu ignorer ses avertissements. Vous n'êtes pas seulement des employés, vous êtes de la famille. Le même jour, Édouard engagea un spécialiste en traumatologie pédiatrique pour suivre le développement de Gabriel après des mois d'empoisonnement systématique. Le docteur Patricia Reed, une professionnelle renommée, examina attentivement le bébé et apporta des nouvelles réconfortantes. Monsieur Miller, dit-elle après une évaluation complète. Gabriel est un bébé résilient. Bien qu'il ait été exposé à des substances toxiques pendant plusieurs semaines, son développement neurologique semble se rétablir complètement. Petit à petit, il atteint les étapes qui avaient été supprimées. Édouard sentit une vague de profond soulagement. Il n'y aura pas d'effet permanent? Il est trop tôt pour le dire avec une certitude absolue, mais tous les indicateurs sont positifs. Gabriel est plus alerte, plus réactif et démontre une curiosité naturelle caractéristique des bébés en bonne santé de son âge. Pendant ce temps, Maria s'était adaptée à la nouvelle vie avec une aisance qui surprit Édouard. La fillette, qui avait auparavant montré une peur visible chaque fois qu'Amanda s'approchait, courait maintenant librement dans le manoir, jouait dans les jardins et avait endossé le rôle d'une figure de grande sœur protectrice pour Gabriel. « Tonton Édouard, dit-elle un après-midi en aidant à donner le biberon à Gabriel. Puis-je poser une question? Bien sûr, ma courageuse. Que veux-tu savoir? Pourquoi les adultes font-ils parfois du mal aux enfants? La question frappa Édouard comme un éclair. C'était une question profonde venant de l'esprit d'une enfant qui avait été témoin de la malveillance de première main. Maria, répondit-il prudemment. Certaines personnes deviennent très malades dans leur cœur et leur esprit. Elles commencent à voir les autres non pas comme des êtres humains qui méritent l'amour, mais comme des objets qu'elles peuvent utiliser pour obtenir ce qu'elles veulent. Comme la méchante dame l'a fait avec Gabriel? Exactement. Elle ne voyait pas Gabriel comme un bébé innocent qui méritait d'être protégé, mais comme un moyen d'obtenir de l'argent. Maria secoua la tête gravement, montrant une compréhension qui frisait la maturité d'un adulte. C'est triste. Je ne pourrais jamais faire de mal à un bébé. Et c'est exactement pour ça que tu es spéciale, Maria. Tu as un cœur pur qui reconnaît que protéger les plus faibles est toujours la bonne chose à faire. Pendant ces semaines de convalescence, Édouard dut également faire face à ses propres blessures émotionnelles. Le docteur Hélène Rodriguez, la pédiatre de Gabriel, lui recommanda de consulter pour traiter le traumatisme d'avoir fait aveuglément confiance à une tueuse. Édouard, dit le psychologue lors d'une des séances, vous souffrez d'un type spécifique de traumatisme, la trahison absolue de la confiance. Il est normal de ressentir de la culpabilité, de remettre en question vos instincts et d'avoir du mal à faire confiance à nouveau. Je me sens comme un idiot, admit Édouard. Comme un père qui a échoué à protéger son propre fils. Mais vous n'avez pas échoué. Lorsqu'on vous a présenté des preuves, vous avez agi immédiatement. Vous avez écouté une enfant de 7 ans alors que vous auriez pu ignorer ses avertissements. Vous avez enquêté, rassemblé des preuves et sauvé Gabriel avant qu'il ne soit trop tard.
Les mots du professionnel aidèrent Edouard à comprendre que sa réponse à la crise avait été appropriée, même s'il n'avait pas reconnu le danger initialement. Un mois après l'arrestation d'Amanda, Edouard reçut un appel du docteur Castillo avec des nouvelles sur l'affaire. Edouard, le procès d'Amanda progresse rapidement. Elle a décidé de plaider coupable en échange de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, évitant ainsi la peine de mort. Et pour les autres cas? Grâce aux informations qu'elle a fournies, nous avons pu la lier définitivement à 6 meurtres d'enfants dans différents états. Les familles des victimes auront enfin des réponses. Edouard ferma les yeux, pensant aux familles qui n'avaient pas eu la même chance que lui. Docteur Castillo, je veux faire quelque chose pour les familles des enfants qu'Amanda a assassinés. Elles doivent faire face à des frais juridiques? Ce serait très généreux, Edouard. Ce n'est pas de la générosité, c'est une responsabilité. Sans le courage de Maria, Gabrielle serait la prochaine victime d'Amanda. Ce soir-là, Edouard s'assit dans le jardin du manoir, regardant Maria apprendre à Gabrielle à taper dans ses mains pendant que Connie préparait le dîner dans la cuisine. L'air était parfumé des fleurs qu'Amanda n'avait jamais pris la peine d'admirer, car elle était trop occupée à planifier la destruction de la famille qu'elle prétendait aimer. Pour la première fois depuis des mois, Edouard ressentit une paix véritable. Sa famille s'était agrandie de manière inattendue, mais était devenue plus forte et plus unie qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. 6 semaines après la fin du cauchemar, Edouard organisa une célébration spéciale qui marquerait une étape importante dans la vie de sa famille nouvellement réunie. Il avait passé des jours à planifier méticuleusement chaque détail de ce qu'il appelait la fête du courage, un hommage à la bravoure de Maria qui avait sauvé la vie de Gabrielle. Le manoir était décoré de ballons colorés et de bannières joyeuses qui transformaient complètement l'atmosphère d'un lieu qui avait auparavant respiré l'attention. Edouard avait engagé un photographe pour documenter la journée, sachant que ces moments seraient précieux pour toute la famille pour le reste de leur vie. Maria, dit Edouard lorsque la fillette descendit vêtue d'une nouvelle robe qu'il avait achetée spécialement pour l'occasion. Aujourd'hui est ton jour spécial. Les yeux de Maria brillèrent de curiosité et de joie. Mon jour, tonton Edouard? Oui, car aujourd'hui, nous célébrons la fille la plus courageuse que je connaisse. Dans le salon principal, Edouard avait installé une présentation avec des photographies et des documents qui racontaient toute l'histoire, du moment terrifiant où Maria avait couru vers lui avec le flacon de colle à chaussures jusqu'à l'arrestation d'Amanda et le rétablissement complet de Gabrielle. Le docteur Castillo et Marcus, le détective, étaient présents en tant qu'invités spéciaux. Connie, vêtue d'une élégante robe qu'Edouard avait insisté pour lui acheter, regardait avec des larmes de fierté sa fille recevoir la reconnaissance qu'elle méritait. Maria, dit le docteur Castillo en s'agenouillant à la hauteur de la fillette. Sais-tu que tu es une véritable héroïne? Grâce à ton courage, Gabrielle est en vie et d'autres enfants sont en sécurité maintenant qu'Amanda est en prison. La fillette rougit, pas encore pleinement consciente de l'ampleur de ses actions. Je ne voulais juste pas que quelqu'un fasse de mal au bébé. Et c'est précisément cette pureté de cœur qui a fait toute la différence, dit Marcus en montrant à Maria une médaille spéciale qu'il avait fait faire. Cette médaille est pour les enfants courageux qui protègent les autres. Quand Maria lut l'inscription pour Maria, dont le cœur vaillant a sauvé une vie, elle se mit à pleurer d'émotion, immédiatement réconfortée par sa mère et Edouard. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Edouard avait utilisé ses contacts pour organiser quelque chose qui changerait de manière permanente la vie de Maria et Connie. Maria, dit-il en prenant une enveloppe spéciale. En plus de vivre avec nous pour toujours, tu étudieras dans la meilleure école privée de la ville. Et quand tu seras grande, si tu le souhaites, tu pourras étudier la médecine, le droit ou toute autre profession dont tu rêves, tous frais payés, car les héroïnes méritent les meilleures opportunités. Connie se mit à pleurer ouvertement. Monsieur Miller, c'est trop. Ce n'est pas trop, Connie. C'est le moins que je puisse faire pour la famille qui a sauvé mon fils. Pendant le déjeuner spécial, Gabrielle, maintenant âgée de 9 mois et visiblement plus développée, babillait joyeusement dans sa chaise haute, comme s'il comprenait que c'était un jour de célébration. Le bébé avait atteint des étapes de développement qui avaient été supprimées pendant les mois d'empoisonnement et démontrait maintenant la personnalité vibrante qu'Amanda avait tenté d'étouffer. Tonton Edouard, demanda Maria en jouant avec Gabrielle. Penses-tu que Gabrielle se souviendra de tout ce qui s'est passé? Edouard réfléchit attentivement à la question. Il était trop jeune pour se forger des souvenirs clairs, Maria, mais tu sais ce que je crois? Je pense qu'il saura toujours, même sans se souvenir des détails, qu'il a été aimé et protégé par des gens qui tenaient à lui.
Et qu'il avait une sœur courageuse qui n'a laissé rien de mal lui arriver, ajouta Connie en serrant Maria dans ses bras avec fierté. En fin d'après-midi, lorsque les invités furent partis et que la maison retrouva sa tranquillité, Édouard s'assit dans le jardin avec Gabrielle sur ses genoux, regardant Maria et Connie s'occuper des fleurs qu'elles avaient plantées ensemble. La scène était d'une normalité familière qu'il avait cru perdre pour toujours. Le docteur Patricia Reed, la pédiatre spécialiste, avait confirmé lors de la consultation de la semaine précédente que Gabrielle ne montrait aucun signe résiduel des effets de l'empoisonnement. Le bébé était en bonne santé, heureux et se développait normalement. « Gabrielle », chuchota Édouard à son fils, « tu ne sauras jamais à quel point tu as failli nous perdre, mais maintenant tu as une famille qui te protégera toujours, une figure de grand-mère qui t'aime comme si tu étais sa propre chair et son propre sang, et une sœur qui a tout risqué pour te sauver. » Alors que le soleil se couchait sur le manoir, peignant le ciel d'or, Édouard réfléchit à la façon dont sa définition de la famille s'était complètement transformée. Avant, la famille, c'était le sang et les documents légaux. Maintenant, la famille, c'étaient les personnes prêtes à affronter les dangers pour se protéger les unes les autres. Maria courut vers lui, tenant une fleur qu'elle avait cueillie dans le jardin. « Pour toi, tonton Édouard, parce que tu m'as cru quand j'avais peur. » Édouard accepta la simple fleur, qui représentait bien plus qu'un cadeau. Elle représentait la confiance restaurée, l'amour inconditionnel et la promesse que sa famille reconstituée affronterait ensemble tous les défis futurs. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Édouard dormit profondément, sachant que Gabrielle était en sécurité et que Maria n'aurait plus jamais besoin d'avoir peur. Le manoir qui avait été le théâtre d'une terreur silencieuse respirait maintenant l'amour, la protection et la force invincible d'une famille unie par l'adversité surmontée. 3 mois après l'arrestation d'Amanda, Édouard reçut un appel inattendu du docteur Castillo qui apporterait une conclusion finale à l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. « Édouard, Amanda a demandé à vous parler. C'est inhabituel, mais elle prétend avoir des informations importantes qu'elle ne partagera qu'en personne. » Édouard sentit un frisson lui parcourir le dos. La dernière chose qu'il voulait était de voir la femme qui avait tenté d'assassiner son fils. « Docteur Castillo, pourquoi voudrais-je lui parler ? » Elle a dit qu'elle avait des informations sur d'autres cas qui peuvent aider des familles qui ne connaissent toujours pas la vérité sur la mort de leurs enfants. Et elle a spécifiquement mentionné qu'elle avait quelque chose d'important à vous dire sur le passé de Gabrielle. La mention de Gabrielle fit hésiter Édouard. Quel genre d'informations ? Elle n'a pas donné de détails à son avocat, seulement que vous méritez de connaître toute la vérité sur ce qu'elle a découvert concernant le passé de l'enfant. Après de longues réflexions et conversations avec Connie et Maria, Édouard décida d'accepter la rencontre. La réunion fut fixée à la prison, avec le docteur Castillo présent comme témoin et pour la protection juridique. Le jour J, Édouard affronta le système pénitentiaire pour la première fois de sa vie. L'environnement froid et austère contrastait vivement avec le luxe de son manoir, servant de rappel constant de l'endroit où les choix d'Amanda l'avaient conduite. Quand Amanda entra dans la salle des visiteurs, Édouard fut choqué par sa transformation. La femme élégante et manipulatrice qu'il avait connue avait été remplacée par une personne visiblement usée, avec de profonds cernes sous les yeux et des cheveux manquant du soin méticuleux qui caractérisait autrefois son apparence. « Édouard », dit-elle en s'asseyant de l'autre côté de la table en métal, ses mains menottées reposant sur la surface froide. « Merci d'être venu. Dites simplement ce que vous avez à dire, Amanda. Je n'ai pas de temps pour les jeux. » Amanda soupira profondément. Et pour la première fois depuis qu'Édouard la connaissait, elle semblait véritablement vulnérable. « Il y a des choses sur Gabrielle que vous n'avez jamais su. Des choses que j'ai découvertes lors de mes recherches sur votre famille avant de vous approcher. » Édouard sentit son cœur s'accélérer. Quel genre de choses ? La mère de Gabrielle, Laura. Elle n'est pas seulement morte de complications à l'accouchement. Le monde d'Édouard sembla s'arrêter. Laura était morte d'une hémorragie postpartum, selon les médecins. De quoi parlez-vous ? Laura a découvert qu'elle était empoisonnée pendant sa grossesse. C'est pourquoi Gabrielle est née prématurément. Elle est morte en essayant de protéger son fils de quelqu'un qui tentait de les tuer. Édouard était sous le choc. Qui empoisonnait Laura ? Sa sœur, Patricia. Laura avait découvert que Patricia volait de l'argent à la famille. Et quand elle a menacé de la dénoncer, Patricia a commencé à ajouter des substances à la nourriture de Laura, espérant provoquer une fausse couche qui semblerait naturelle. Le docteur Castillo intervint. Amanda, avez-vous des preuves de cette accusation ? Amanda hocha la tête.
Patricia m'a cherché 6 mois après la mort de Laura. Elle connaissait ma réputation par des connaissances communes. Elle voulait engager mes services pour finir le travail qu'elle n'avait pas pu achever. Édouard se sentit nauséeux. Vous dites que Patricia voulait vous engager pour tuer Gabriel. Oui. Elle croyait qu'avec Gabriel hors du chemin, elle hériterait de toute la fortune qu'Édouard allouerait à son fils. J'ai dit que j'accepterais le travail, mais en réalité, je prévoyais d'éliminer Patricia et de vous garder, vous et Gabriel, pour moi. La révélation était dévastatrice. Édouard comprit que Gabriel avait été en danger avant même sa naissance et qu'Amanda, ironiquement, avait temporairement protégé son fils en prenant le travail de Patricia, pour ensuite la trahir. Qu'est-il arrivé à Patricia? Elle est morte dans un accident de voiture 2 semaines avant que je ne vous approche officiellement. Je me suis assuré qu'elle ne menacerait plus jamais Gabriel. Édouard regarda Amanda avec un mélange d'horreur et de compréhension troublante. Elle avait assassiné la tante de Gabriel pour le protéger d'une menace, pour ensuite devenir une menace encore plus grande elle-même. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que, dit Amanda, ses menottes cliquetant alors qu'elle se penchait en avant, j'ai appris quelque chose en prison que je n'avais jamais su auparavant. Ce que c'est que de perdre quelque chose que l'on aime. Et j'aimais Gabriel, Édouard. D'une manière malade, possessive. Mais je l'aimais. Vous avez essayé de le tuer. J'ai essayé de le contrôler. Je voulais qu'il ne dépende que de moi, qu'il me voie comme indispensable. Je n'ai jamais vraiment eu l'intention de le tuer. Les autres cas, c'était différent. Mais Gabriel était spécial. Édouard réalisa qu'il écoutait la confession d'une personne profondément perturbée qui confondait contrôle obsessionnel et amour. Amanda, Gabriel est en sécurité maintenant. Il a une famille qu'il aime vraiment. Je sais, chuchota-t-elle. Édouard, dit l'avocat lors d'un appel, nous avons découvert qu'Amanda a un passé qui remonte à au moins 10 ans. Nous avons identifié 9 cas différents où elle a utilisé de fausses identités pour approcher des hommes riches avec de jeunes enfants. Édouard sentit son estomac se nouer. 9 cas? Malheureusement, tous n'ont pas eu des fins heureuses comme la vôtre. Nous avons trouvé des preuves d'au moins 4 enfants décédés dans des circonstances suspectes alors qu'ils étaient sous la garde d'Amanda. La révélation frappa Édouard comme un coup de poing. 4 nourrissons innocents avaient perdu la vie à cause des plans diaboliques d'Amanda. Gabriel s'en était sorti de justesse. Comment a-t-elle réussi à ne pas se faire prendre si longtemps? Elle était méticuleuse, Édouard. Elle changeait d'état, modifiait son apparence, utilisait des faux documents sophistiqués et choisissait des victimes émotionnellement vulnérables, des veufs récents, des pères célibataires, des personnes désespérées en quête d'aide et de soutien. Le docteur Castillo fit une pause avant de continuer. Il y a autre chose que vous devez savoir. Amanda a avoué pendant l'interrogatoire, mais pas par remords. Elle essaie de négocier une peine réduite en fournissant des informations sur d'autres cas. Qu'a-t-elle dit? Que Gabriel devait être son dernier coup. Elle avait prévu de prendre sa retraite après avoir hérité de votre fortune. Selon elle, vous étiez la cible parfaite, riche, vulnérable, trop confiant et avec un bébé complètement dépendant des soignants. Édouard ferma les yeux, ressentant une vague de nausée. A-t-elle dit combien de temps il restait à Gabriel dans son plan? 3 mois, Édouard. Elle prévoyait un accident pendant la lune de miel que vous auriez prise après le mariage. Cette nuit-là, Édouard s'assit dans la chambre de Gabriel, regardant son fils dormir paisiblement. Les mots du docteur Castillo résonnaient dans son esprit. 3 mois. Gabriel n'aurait vécu que 3 mois de plus si le plan d'Amanda avait fonctionné. Maria apparut à la porte de la chambre, tenant sa poupée préférée. Tonton, je peux rester un peu avec toi? Édouard sourit, faisant de la place sur le fauteuil pour que la fillette s'assoie à côté de lui. Bien sûr, ma courageuse. Tu n'arrives pas à dormir? Parfois, je fais encore des cauchemars sur la méchante dame, admit Maria en se blottissant contre le bras d'Édouard. Mais ensuite, je me souviens qu'elle ne peut plus faire de mal à Gabriel, et je me sens mieux. Édouard serra tendrement Maria dans ses bras. Cette fillette de 7 ans avait montré plus de courage et d'instinct de protection que beaucoup d'adultes dans la même situation. Maria, je veux que tu saches quelque chose de très important. Tu as sauvé la vie de Gabriel. Si tu n'avais pas été assez courageuse pour me dire ce que tu as vu, j'aurais peut-être perdu mon fils pour toujours. Je ne pouvais pas la laisser faire du mal à un bébé, dit simplement Maria. Les bébés ne peuvent pas se défendre. La pureté et la sagesse des mots de l'enfant touchèrent profondément le cœur d'Édouard.
Une fillette de 7 ans avait instinctivement compris quelque chose que lui, avec toute son expérience de vie et ses ressources, avait manqué, que parfois, les menaces les plus dangereuses viennent des personnes en qui nous avons le plus confiance. Tonton Édouard, chuchota Maria. Penses-tu qu'il y a d'autres enfants qui se font faire du mal par des gens comme elle? La question fit réfléchir Édouard profondément. Le docteur Castillo avait mentionné qu'Amanda fournirait des informations sur d'autres cas. Mais combien d'autres Amanda existaient dans le monde? Combien d'autres bébés étaient systématiquement empoisonnés par des gens qui prétendaient les aimer? Peut-être, Maria. Mais tu sais ce que j'ai appris de toi? Que des personnes courageuses comme toi peuvent faire la différence. Et maintenant que la méchante dame est arrêtée, elle ne peut plus faire de mal à d'autres enfants. Maria hocha la tête, contente, et s'endormit, appuyée contre le bras d'Édouard. Il resta là pendant des heures, alternant son regard entre Gabriel, dormant paisiblement dans son berceau, et Maria, reposant en confiance à ses côtés. Deux enfants, l'un qui avait failli perdre la vie à cause de la cupidité d'une tueuse, et l'autre qui avait tout risqué pour sauver un bébé qui n'était même pas de sa famille. Cette nuit-là, Édouard comprit qu'il avait appris l'une des leçons les plus importantes de sa vie, que la vraie famille ne se définit pas par le sang ou les documents légaux, mais par la volonté de se protéger les uns les autres, même lorsque cela exige un courage extraordinaire de la part de petits cœurs vaillants. 2 semaines après l'arrestation d'Amanda, Édouard prit une décision qui allait changer de manière permanente la dynamique de sa maison. Il offrit officiellement à Connie et Maria non seulement des emplois permanents, mais une véritable maison dans le manoir qui avait autrefois été le théâtre de tant de souffrances. Connie, dit-il un matin ensoleillé alors qu'il regardait Gabriel et Maria jouer ensemble dans le jardin. J'aimerais vous faire une proposition officielle. La femme, qui était devenue bien plus qu'une employée au cours des dernières semaines, le regarda avec une curiosité respectueuse. Je veux que vous emménagiez toutes les deux dans le manoir de façon permanente. Il y a assez de chambres. Eh bien, après tout ce que nous avons traversé, je ne peux pas imaginer notre famille sans vous deux. Les yeux de Connie se remplirent de larmes. Monsieur Miller, êtes-vous sûr? Nous ne sommes que... Vous êtes les personnes qui ont sauvé mon fils, interrompit doucement Édouard. Maria a eu le courage que je n'ai pas eu. Vous avez eu la sagesse de croire votre fille alors que d'autres auraient pu ignorer ses avertissements. Vous n'êtes pas seulement des employés, vous êtes de la famille. Le même jour, Édouard engagea un spécialiste en traumatologie pédiatrique pour suivre le développement de Gabriel après des mois d'empoisonnement systématique. Le docteur Patricia Reed, une professionnelle renommée, examina attentivement le bébé et apporta des nouvelles réconfortantes. Monsieur Miller, dit-elle après une évaluation complète. Gabriel est un bébé résilient. Bien qu'il ait été exposé à des substances toxiques pendant plusieurs semaines, son développement neurologique semble se rétablir complètement. Petit à petit, il atteint les étapes qui avaient été supprimées. Édouard sentit une vague de profond soulagement. Il n'y aura pas d'effet permanent? Il est trop tôt pour le dire avec une certitude absolue, mais tous les indicateurs sont positifs. Gabriel est plus alerte, plus réactif et démontre une curiosité naturelle caractéristique des bébés en bonne santé de son âge. Pendant ce temps, Maria s'était adaptée à la nouvelle vie avec une aisance qui surprit Édouard. La fillette, qui avait auparavant montré une peur visible chaque fois qu'Amanda s'approchait, courait maintenant librement dans le manoir, jouait dans les jardins et avait endossé le rôle d'une figure de grande sœur protectrice pour Gabriel. « Tonton Édouard », dit-elle un après-midi en aidant à donner le biberon à Gabriel. « Puis-je poser une question ?»« Bien sûr, ma courageuse. Que veux-tu savoir ? Pourquoi les adultes font-ils parfois du mal aux enfants ?» La question frappa Édouard comme un éclair. Et la fille, Maria, elle a fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire quand j'étais enfant. Que voulez-vous dire ? J'ai été abusée quand j'étais petite, Édouard. Personne ne m'a protégée. Personne ne m'a cru quand j'ai essayé de demander de l'aide. Maria a été courageuse d'une manière que je n'ai jamais pu l'être. La révélation ne justifiait pas les actions d'Amanda, mais offrait une perspective douloureuse sur la façon dont les cycles de traumatisme peuvent se perpétuer lorsqu'il n'y a pas d'intervention adéquate. Que voulez-vous de moi, Amanda ? Juste que vous sachiez que Gabriel n'a jamais été vraiment en sécurité, même avant mon apparition, et que vous le protégiez, lui et Maria, pour toujours, parce qu'il y a des gens dans le monde qui voient les enfants innocents comme des obstacles à leurs objectifs. Quand Édouard quitta la prison cet après-midi-là, il portait le poids de vérités complexes sur le passé de Gabriel.
Mais il portait aussi une détermination renouvelée à s'assurer que son fils grandisse entouré d'un amour authentique et d'une véritable protection. Cette nuit-là, regardant Gabriel dormir paisiblement dans son berceau, Édouard murmura une promesse solennelle, « Plus jamais, mon fils. Plus jamais personne ne menacera notre famille. » Le manoir qui avait été le théâtre de tant de dangers pulsait maintenant de la force d'une famille qui avait survécu au pire et en était sortie plus unie et déterminée que jamais. Un an s'était écoulé depuis cet après-midi terrible où Maria avait couru vers Édouard avec un flacon de colle à chaussures dans les mains, changeant à jamais le destin d'une famille. Le manoir qui résonnait autrefois de sombres secrets réverbérait maintenant de rires d'enfants, de conversations joyeuses et de la douce musique que Connie fredonnait en s'occupant des tâches ménagères avec un amour sincère. Gabriel, maintenant âgé d'1 an et 8 mois, faisait ses premiers pas chancelants dans le jardin du manoir, poursuivant les papillons avec la détermination obstinée caractéristique des petits-enfants. Ses yeux bleus brillaient d'une intelligence vive qui avait été supprimée pendant ces mois d'empoisonnement, mais qui s'épanouissait maintenant librement sous les soins d'une famille qui l'aimait inconditionnellement. « Papa! Papa !» cria Gabriel, courant les bras tendus vers Édouard, qui rentrait du travail à une heure plus précoce qui était devenue sa nouvelle routine. La priorité absolue d'Édouard n'était plus de bâtir un empire financier, mais d'être présent à chaque moment précieux du développement de son fils. Maria, maintenant âgée de 8 ans et fréquentant la meilleure école privée de la ville, avait développé une maturité sereine qui impressionnait tous ceux qui la connaissaient. Elle était devenue non seulement la grande sœur protectrice de Gabriel, mais aussi une petite gardienne de la famille, qui observait toute nouvelle personne avec l'instinct aiguisé de quelqu'un qui avait appris prématurément que tous les adultes ne sont pas dignes de confiance. « Tonton Édouard », dit Maria cet après-midi-là en aidant Gabriel à construire une tour de blocs colorés. « Ma maîtresse à l'école m'a demandé si je voulais rejoindre un programme spécial pour les enfants qui veulent aider d'autres enfants en difficulté. » Édouard s'assit sur le tapis à côté d'eux, observant le sérieux avec lequel Maria considérait la proposition. « Et qu'en penses-tu, ma courageuse ? » « Je pense que oui. Si j'ai pu aider Gabriel, peut-être que je peux aider d'autres enfants aussi. » Connie apparut à la porte du salon, s'essuyant les mains sur le tablier qu'Édouard avait insisté pour remplacer par des versions plus élégantes assorties à son nouveau poste de gérante officielle de la maison. Le dîner est presque prêt et une lettre spéciale est arrivée pour Maria. La lettre provenait du procureur de la République supervisant l'affaire d'Amanda, informant que le témoignage courageux de Maria avait été déterminant pour lier Amanda à d'autres crimes, entraînant la libération de 3 hommes qui avaient été faussement accusés d'avoir empoisonné leurs propres enfants dans des cas précédents. « Maria, » dit Édouard après avoir lu la lettre à haute voix. « Tu n'as pas seulement sauvé la vie de Gabriel, mais tu as aussi aidé à rendre justice à d'autres familles qui souffraient injustement. » Les yeux de Maria se remplirent de larmes d'émotion. « D'autres enfants sont en sécurité maintenant. »« D'autres enfants sont en sécurité maintenant », confirma Édouard en la serrant tendrement dans ses bras. Pendant le dîner, la famille partagea les événements de la journée avec le naturel de personnes qui avaient appris à chérir chaque instant ensemble. Gabriel babillait joyeusement dans sa chaise haute, essayant d'imiter les mots des adultes, tandis que Maria parlait de ses projets scolaires et que Connie planifiait à voix haute les améliorations qu'elle voulait apporter au jardin. « Vous savez, » dit Édouard en observant sa famille autour de la table, « je pense parfois que des gens comme Amanda entrent dans nos vies pour nous enseigner des leçons importantes sur ce qui compte vraiment. » « Quel genre de leçon, tonton ?» demanda Maria. « Que la vraie force ne vient pas de l'argent ou du pouvoir, mais du courage de protéger ceux que nous aimons. Que les voix les plus importantes ne sont pas toujours les plus fortes, mais parfois ce sont des murmures courageux d'enfants qui voient la vérité quand les adultes sont aveuglés par une confiance excessive. » Édouard fit une pause, regardant Gabriel qui jouait joyeusement avec des morceaux de fruits sur son plateau. « Et que la famille ne se définit pas par le sang ou les documents, mais par les personnes prêtes à tout risquer les unes pour les autres. » Plus tard dans la soirée, après que Maria et Gabriel se furent endormis, Édouard s'assit dans son bureau et écrivit dans un journal qu'il avait commencé à tenir depuis la fin du cauchemar. « Cher Gabriel, » écrivit-il. « Un jour, quand tu seras assez grand pour comprendre, je te parlerai de la courageuse fille qui t'a sauvé la vie et de la façon dont nous avons appris que les plus grandes menaces se déguisent parfois en salut. Je t'apprendrai à écouter les petites voix qui murmurent des vérités importantes et à faire confiance à tes instincts, même lorsque tout le monde autour de toi semble convaincu du contraire. » Édouard fit une pause dans son écriture un instant, regardant par la fenêtre le jardin où Maria avait joué avec Gabriel cet après-midi-là. « Tu grandiras en sachant que tu avais une sœur qui a tout risqué pour te protéger,
Un père qui a appris qu'être protecteur signifie être toujours vigilant, mais jamais paranoïaque. Le lendemain matin, Édouard se réveilla au son des rires venant du jardin. Par la fenêtre, il vit Maria apprendre à Gabriel à marcher parmi les fleurs qu'elle et Connie avaient plantées ensemble. Le soleil brillait sur la scène, créant une image de perfection familiale qui contrastait vivement avec les ombres qui avaient hanté cette même maison un an auparavant. Connie apparut à côté d'Édouard à la fenêtre, observant les deux enfants qu'elle avait gagnés dans les circonstances les plus improbables. « Monsieur Miller, dit-elle doucement, pensez-vous que nous l'avons vraiment fait ?»« Fait quoi, Connie ?» ?»« Transformer une maison qui a été le théâtre de tant de mal en un foyer rempli d'un véritable amour. » Édouard sourit, regardant Gabriel faire des pas chancelants vers Maria, qui l'attendait les bras ouverts et avec un sourire encourageant. « Non seulement nous l'avons fait, Connie, nous avons créé quelque chose de plus fort que l'amour ordinaire. Nous avons créé une famille forgée par le dépassement, trempée par l'adversité et unie par la certitude que nous nous protégerons toujours les uns les autres. » Et ainsi, alors que le soleil se levait sur le manoir qui avait été transformé d'une scène de terreur en un sanctuaire d'amour familial, Édouard comprit que les plus grandes victoires de la vie ne viennent pas des réalisations professionnelles ou de l'accumulation de richesses, mais de la capacité à reconnaître et à protéger les vrais trésors. Les personnes courageuses qui risquent tout pour sauver ceux qu'elles aiment et la force invincible d'une famille qui a appris que l'amour authentique signifie être toujours prêt à se battre pour la sécurité de ceux qui comptent le plus. La matinée dorée baignait la famille qui avait découvert que parfois, les fins les plus heureuses naissent des débuts les plus terrifiants et que le courage d'un petit enfant peut sauver non seulement une vie, mais reconstruire complètement le sens du foyer, de la famille et de la véritable protection.